Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources que vous nous avez confiées. Aujourd'hui, on s'attaque à une question assez fondamentale, je trouve. Qu'est-ce qui fait le succès en affaires et en finance? Ah oui, vaste question. Et on a pas mal de matière, c'est ça? Exactement. On a des documents très variés. Des conseils financiers plutôt concrets, des listes de compétences pour les entrepreneurs, des papiers un peu plus académiques, Mhm. l'étude de cas d'une entreprise que tout le monde connaît, et puis des définitions pour clarifier un peu les étapes de croissance. D'accord. Un beau programme. Notre objectif, c'est d'essayer de distiller les idées fortes, les savoir-faire clés qui ressortent de tout ça. De la gestion de son propre argent jusqu'à la stratégie pour faire grandir une boîte. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence au fond? C'est ça la question. Alors c'est parti, on plonge ensemble là-dedans. Commençons par le B à bas, les finances personnelles. On a une source, Mon Petit Placement, qui revient sur des principes souvent liés à Warren Buffett, Ah, le fameux oracle d'Omaha? lui-même. Le premier principe, c'est d'une logique implacable. Dépenser moins que ce qu'on gagne. La base de la base, quoi, pour pouvoir mettre de côté. C'est la condition sine qua non pour se constituer un petit capital de départ. Ensuite, l'idée, bien sûr, c'est d'investir ce capital. Mais c'est là que ça devient intéressant, la manière de le faire. Oui, La source insiste beaucoup sur le fait d'éviter les réactions à chaud. La panique quand ça baisse, l'euphorie quand ça monte. le côté émotionnel qui joue souvent des tours en bourse. Exactement. Et pour la plupart des gens, elle suggère une voie jugée plus raisonnable. Les fonds indiciels à bas coût, les ETF, S&P 500 par exemple. Ah oui, l'investissement passif. L'idée, c'est de suivre le marché globalement. C'est ça, plutôt que d'essayer de deviner quelle action va exploser. C'est une approche de diversification en fait. Tout à fait. Et ça demande une qualité essentielle, la patience. La source cite d'ailleurs Buffett. Ah oui, La bourse est un moyen de transférer l'argent des gens impatients vers les gens patients. C'est assez parlant, je trouve. c'est clair. Ça nous amène au troisième point, la discipline et surtout penser long terme. Vraiment long terme, 10, 20, 30 ans. C'est un horizon qui peut sembler lointain aujourd'hui, non? Oui, ça va un peu à contre-courant de l'immédiateté ambiante. Absolument. Et puis il y a cette notion presque un peu magique des intérêts composés. L'effet boule de neige. Voilà. La source explique ça très bien. L'argent que vous gagnez génère à son tour de l'argent. L'exemple donné est assez frappant. Ah oui, racontez. Même avec juste 200 € par mois, si on imagine un rendement de 8% par an, ce qui est une hypothèse bien sûr, Mhm. sur 40 ans, les 96 000 € versés au total pourraient devenir près de 550 000 €. Ah oui, quand même. Ça montre la puissance du temps qui passe et de la régularité. C'est ça, si on suit cette logique bien entendu. Et le dernier conseil à apporter, c'est d'éviter de trop bouger. Une fois qu'on a choisi une stratégie d'investissement diversifiée, On s'y tient. on s'y tient. Faut pas tout changer à chaque nouvelle info qui tombe. La constance, ce serait une clé. Cette discipline financière personnelle s'est vraiment présentée comme un socle indispensable. Et d'ailleurs, ça fait écho, je trouve, à ce que dit Melissa Houston dans Forbes. Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de la littératie financière, savoir lire les chiffres, comprendre l'argent, non pas juste comme une compétence technique, mais carrément comme une nouvelle forme de monnaie d'échange pour le leadership. Intéressant comme idée. Et elle insiste aussi beaucoup sur l'état d'esprit face à l'argent, le positive money mindset. Avoir un rapport sain et constructif à l'argent serait un atout majeur pour diriger. Donc savoir gérer son propre portefeuille, c'est une première étape en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Une forme d'apprentissage. Savoir gérer le petit pour ensuite pouvoir gérer le grand, l'entreprise. C'est une transition parfaite. Une fois qu'on a ces bases financières, disons solides, quelles compétences il faut pour se lancer, pour entreprendre? Alors là, on a plusieurs sources qui listent des compétences clés. Top Formation, Ringover, We're Entrepreneur, ASGP. Oui, et c'est intéressant de voir ce qui revient, ce qui est un peu différent. Essayons de faire une petite synthèse. Il y a clairement des grands thèmes qui ressortent. Le premier, c'est, sans surprise, la vision et la stratégie. Savoir où l'on va. Exactement. Top Formation parle de planning stratégique, d'études de marché. L'article ASGP, lui, insiste sur le choix de l'idée, hyper important de bien choisir au départ, puis la planification et l'anticipation. Voir venir les choses. C'est ça. Et We're Entrepreneur mettent l'accent sur la résolution de problèmes. J'ai trouvé leur distinction intéressante entre l'approche adaptative, améliorer ce qui existe, et l'approche innovante, créer du neuf. D'accord. Donc, cette capacité à voir loin, à définir un cap, c'est primordial. Et après, logiquement, il faut passer à l'action. Oui, l'exécution et la gestion. Là, l'article ASGP, il est très structuré.
Il décrit un parcours, concrétiser le projet, créer l'entreprise, organiser, développer, consolider et même évaluer. C'est tout un processus. Un vrai cycle de vie. C'est ça. Et Top Formation ajoute des compétences comme le leadership, comment on embarque une équipe, et bien sûr la comptabilité et la finance, indispensables pour piloter au jour le jour. On revient aux chiffres. Et puis, il y a un autre pôle qui ressort vraiment très très fort dans toutes les sources, tout ce qui est relations humaines et communication. Ah oui, le fameux savoir-être. Exactement. Top Formation et We're Entrepreneur soulignent l'importance de la communication et du networking. Le réseau, quoi. Essentiel pour trouver des clients, des partenaires, des financements. Et We're Entrepreneur ajoute une petite touche plus humaine, j'ai trouvé. L'enthousiasme, savoir transmettre son énergie. C'est communicatif, hein? Et puis, la compétence reine dans ce domaine, la négociation. Ah, ça c'est sûr. On négocie tout le temps quand on entreprend. Ringover détaille ça vraiment bien. Il parle de 10 compétences en négociation. On peut peut-être les regrouper. Il y a la préparation, l'écoute, la clarté. Savoir ce qu'on veut, écouter l'autre et s'exprimer clairement. Voilà. Et puis, tout ce qui est gestion des émotions, l'empathie, la patience, l'intelligence émotionnelle en gros. Comprendre l'autre et se maîtriser soi-même. Crucial en égo. Et enfin, être flexible, savoir persuader, être assertif et surtout, Savoir conclure. boucler l'affaire. L'article ASGP parle aussi de savoir animer une équipe. Ça rejoint le leadership et la communication. Tout est lié en fait. Oui, ces compétences relationnelles, elles sont vraiment au cœur. La négociation, on la retrouve partout. Clients, fournisseurs, salariés, investisseurs. Ringover suggère même de s'entraîner avec des jeux de rôle. Ça montre bien que ça s'apprend, que ce n'est pas inné. Bonne idée, le jeu de rôle. Et puis, il y a un dernier grand thème qui revient souvent, c'est la résilience et l'état d'esprit. Ah oui, la capacité à encaisser les coups durs. Exactement. Oui, Entrepreneur parle de résilience face aux épreuves, parce qu'il y en a forcément, et aussi d'enthousiasme, on l'a dit, Ringover mentionnait la gestion des émotions, la patience. Ça rejoint le positive money mindset de Houston dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Ce qui est frappant, je trouve, dans toutes ces listes, c'est ce mélange constant entre les compétences techniques, les hard skills, comme la compta, la stratégie, et les compétences comportementales, les soft skills, la communication, la résilience. Un équilibre entre les deux? C'est ça. L'article ASJP, qui est un peu plus académique, essaye de les organiser séquentiellement, comme des étapes, mais surtout il rappelle une chose importante, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une question de personnalité, de traits de caractère innés. Ah non. C'est présenté comme un vrai métier, un métier qui s'apprend, qui évolue avec l'expérience. Ça pose d'ailleurs la question de comment on apprend concrètement ce métier. C'est une très bonne remarque. Alors, imaginons, l'entreprise est créée, elle a passé les premiers caps difficiles, comment ça évolue après? Là, on a une source de Scalex Invest qui nous aide à y voir plus clair dans le jargon de la croissance. Ah oui, parce qu'on entend plein de termes. Start-up, scale-up. Exactement. Alors, une start-up, d'abord. C'est la jeune entreprise innovante, souvent dans la tech, qui cherche encore son modèle économique. Eric Ries parle d'incertitude extrême. D'accord, la phase de recherche, d'expérimentation. C'est ça. Et si elle trouve sa voie, si elle arrive à stabiliser son modèle et surtout à le déployer à plus grande échelle, Elle devient une scale-up. voilà. La source donne quelques repères chiffrés pour caractériser ce passage à l'échelle. Une croissance rapide de l'équipe, genre plus de 20% par an, Ah oui, ça va vite. un chiffre d'affaires qui atteint plusieurs millions, et souvent des levées de fonds assez importantes pour financer cette accélération. C'est vraiment un changement de dimension, un changement d'échelle. Et parmi ces scale-up, il y a les fameuses licornes. Oui, ces entreprises non cotées en bourse qui dépassent le milliard de dollars de valorisation, un terme popularisé par Eileen Lee. 1 milliard quand même. Comme le souligne Scales, leur stratégie est souvent focalisée sur l'hypercroissance, financée par beaucoup de capital risque, parfois au détriment de la rentabilité immédiate. La croissance avant tout. C'est souvent ça. Et la source précise aussi ce qu'est une entreprise tech spécifiquement. Un cœur scientifique, un modèle scalable, c'est-à-dire capable de croître très vite sans que les coûts augmentent proportionnellement, et des revenus qui viennent de sa propre technologie, souvent protégée par des brevets. C'est clair. Et justement, on a une étude de cas qui illustre bien ce parcours, non? Celle sur Tesla Motors. Ah oui, l'exemple emblématique. Tirée de Scriber. On y voit Elon Musk décrit comme un visionnaire, très exigeant aussi apparemment, C'est l'image qu'il renvoie, ouais. qui lance Tesla sur un marché de niche, le très haut de gamme, avec le Roadster, et l'idée affichée, c'était d'utiliser cet argent pour financer ensuite des voitures plus abordables, comme la Model 3. Une stratégie en plusieurs étapes.
C'est fascinant de voir cette vision long terme. Ça rappelle un peu le principe de Buffett, non? Accumuler du capital pour investir dans des projets plus gros? C'est une connexion intéressante, oui. Tesla, ça incarne vraiment l'innovation. On pense à Schumpeter, dont parlait ASJP, ou à la compétence être innovant de Top Formation. L'innovation au cœur du réacteur. Exactement. Mais attention, ce cas montre aussi à quel point ce chemin est périlleux. La source mentionne les coûts de R&D absolument énormes, J'imagine. les difficultés de production monumentales. Musk a parlé lui-même d'enfer de la production hell. Ah oui, ça a marqué les esprits, ça. Une fragilité financière aussi, malgré la croissance spectaculaire. Le rapport 2015 cité montrait des pertes nettes importantes, par exemple. Et puis les retards de livraison qui ont souvent énervé les clients. Donc la croissance, ça nous résout pas tout, au contraire? Ça peut même créer de nouveaux problèmes. Mhm. C'est ce qu'analyse d'ailleurs une autre source, Bloom Partners. Ah, Ils expliquent bien ce paradoxe. La croissance rapide peut entraîner une crise de trésorerie. Parce que le chiffre d'affaires augmente, oui, mais les charges aussi. Et surtout, le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR, explose. faut financer plus de stocks, attendre les paiements clients plus longtemps. C'est exactement ça. Et Bloom Partners propose une approche en 3 temps face à ça. D'abord, bien comprendre d'où vient le problème. Ensuite, agir vite à court terme pour survivre. Et enfin, résoudre le problème à la racine pour le long terme. Logique. C'est un défi classique des boîtes qui grandissent très vite, en fait. Tout à fait. Et le cas Tesla, il soulève encore d'autres enjeux majeurs, pointés par la source Scribre. La concurrence, par exemple. Les constructeurs traditionnels qui arrivent en force sur l'électrique maintenant. Oui, la compétition s'intensifie. La dépendance énorme à la personnalité d'Elon Musk. C'est une force, mais c'est aussi un risque. Le risque de l'homme providentiel. Un peu. Les limites technologiques aussi, bien sûr. L'autonomie des batteries, le réseau de recharge, et même les risques politiques. La source mentionne l'élection de Trump en 2016 et ses positions sur l'environnement à l'époque, qui auraient pu être un frein, Ah oui, le contexte externe joue aussi. bien sûr. Sans oublier des choix stratégiques très audacieux, voire controversés, comme la décision de Musk en 2014 de rendre les brevets de Tesla open source. Ah oui, c'était un pari. Un pari énorme pour essayer d'accélérer l'adoption de l'électrique par tout le monde. Ça montre bien la complexité des décisions à ce niveau-là. Effectivement, le tableau est... Complexe. Si on essaye de synthétiser un peu ce qu'on retient de cette exploration, Oui, on voit que le succès en affaires, c'est vraiment un mélange. Ça part d'une certaine rigueur personnelle, financière, un peu dans l'esprit de Buffett. Ça demande ensuite de maîtriser pas mal de compétences, à la fois techniques et humaines, comme celles qu'on a listées. la boîte à outils de l'entrepreneur. C'est ça. Et enfin, ça implique de savoir naviguer entre les différentes étapes de la vie d'une entreprise, avec les défis spécifiques de chaque phase. L'exemple de Tesla et les analyses de Scalex ou Bloom Partners l'illustrent bien. Tout à fait. C'est multidimensionnel. Et si on essaie de prendre encore un peu plus de hauteur par rapport à toutes ces sources, une idée force semble quand même émerger, je trouve. Laquelle? C'est l'accent mis constamment, d'une part, sur l'innovation. Que ce soit l'innovation radicale de Schumpeter, une compétence clé chez Top Formation, ou l'ADN même de Tesla. Oui, innover ou disparaître, en quelque sorte. Et en parallèle, on insiste tout le temps sur la nécessité d'adaptation, de flexibilité, de résilience. Ce sont des mots qui reviennent chez We're Entrepreneur, chez Ringover. Savoir rebondir, s'ajuster. Exactement. Et du coup, on peut se demander si la compétence ultime, celle qui chapeaute un peu toutes les autres, ce ne serait pas finalement la capacité à apprendre en permanence. Apprendre continuellement. Oui, apprendre de ses erreurs, apprendre de ce qui se passe autour, apprendre de nouvelles techniques, et surtout peut-être la capacité à réévaluer constamment ses propres compétences, ses propres stratégies, face à un monde qui bouge tout le temps. Ça rejoint l'idée de l'entrepreneuriat comme un métier qui s'apprend, dont parlait SGP. Tout à fait. Et aussi l'importance de la connaissance de soi mentionnée par We're Entrepreneur. Savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et où on doit progresser. Capable de poser les bonnes questions demain et d'aller chercher les réponses. C'est peut-être ça, la vraie clé de la réussite sur le long terme. Une piste de réflexion pour continuer l'exploration.